source des produits pour la finance traditionnelle et pour les startups de crypto. Il était récemment à la tête de l'équipe projet d'une entreprise qui permet l'achat, la vente et le stockage de crypto-monnaies. Dans ce rôle, Sylvain a participé au lancement du deuxième plus grand Stablecoin. Merci Thomas. Et à l'extension internationale des services de l'entreprise, il a également aidé à la construction d'une plateforme. Tu peux compléter bien sûr si tu le souhaites. Merci Sylvia. Non, c'était une bonne introduction. Voilà, donc j'étais chez la plateforme Coinbase qui est live aux États-Unis et en Europe. Et donc j'étais sur les parties produits relatives aux API de mouvements de crypto et de fiat, et aussi sur tout ce qui servait à faire des tenues de position sur les cryptos ou sur les actifs en monnaie gouvernementale pour les produits retail et les produits institutionnels. Très bien, merci. Est-ce que tu nous entends bien, ça va? Oui, je vous entends bien. Oui, très bien. Eh bien, super, on va pouvoir commencer. Bon, déjà, est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Ouais, ça va bien. Ok, alors on n'a pas trop reparlé de cette conférence, donc je voulais savoir qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui au final? Ah oui, alors après avoir discuté un peu avec vous, j'ai réfléchi finalement à quels sont les concepts et les notions dont, à mon avis, tout le monde devrait avoir une certaine maîtrise pour pouvoir, que ce soit faire de l'art ou créer des entreprises ou faire quoi que ce soit. Donc, en fait, j'ai fait une petite intro voilà, sur ces notions. Donc, si vous voulez, on peut commencer par ça. C'est une présentation. Je ne sais pas trop combien de temps ça prendra, mais c'est quelque chose qui a peut-être un but un peu aussi voilà, vulgarisateur pour expliquer à la fois les concepts et à la fois un peu la culture et l'esprit des communautés qui sont derrière le Web3, les cryptos et beaucoup d'innovations qui ont lieu en ce moment. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est... Super bien. Super. Et Très bien. Alors, ouais. Alors, attendez, je vais essayer de partager ça. Je n'ai pas trop l'habitude de Webex. Ah oui, il faut que je change mes préférences système. Voilà. S'il y a besoin. Est-ce que vous voyez un petit truc pour partager l'écran en bas? Oui, je vois. Donc j'appuie sur partager l'écran. Ah, ça y est. Maintenant C'est bon. Il a l'air OK pour que je partage. Alors qu'il voulait que je change de paramètres. OK. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir un Google Slide? c'est bon. Ouais. OK, super. Voilà. Donc, je voulais faire une rapide introduction sur ces innovations ou ces concepts qui sont potentiellement les fondations de la prochaine génération des applications web. Donc, ce sont des choses qui bougent très vite en ce moment, dont on entend beaucoup parler, sur une certaine presse au moins. Et pourtant, quand je discute avec les gens autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont encore très incertains sur le but, l'utilité, le fonctionnement de ces concepts. Donc voilà, je voulais essayer de dire deux mots sur le Web3, les stablecoins, les NFT, la finance décentralisée. Et les DAO sont aussi quelque chose d'important, mais je ne vais pas les couvrir pendant cette présentation, faute de temps. Et je crois qu'il y avait une autre présentation qui en discutait. Et alors, pour faire cette présentation, donc je voulais m'intéresser aux motivations qui sont derrière les cryptos et le Web3. Mais aussi, s'il y a beaucoup de technologies et s'il y a beaucoup de choses nouvelles, je voulais aussi un peu faire passer l'aspect culturel ou l'aspect quelque part community driven, donc de l'aspect où beaucoup de ces mouvements sont en fait au-delà de
purement une nouveauté technique sont aussi menées par des organisations ou des mouvements qui, quelque part, cherchent plus que l'innovation technique, qui sont à la recherche davantage de protection contre la censure ou davantage je cherche mes mots en français un petit peu, de privacy, donc de recherche pas d'intimité, mais de pouvoir conserver ces données personnelles à l'abri d'acteurs malveillants. Et donc, pour faire cette introduction, je suis allé piocher dans les mèmes qui ont émaillé l'histoire de la culture crypto pour parfois faire de l'autodérision, ou parfois expliquer des concepts, ou parfois expliquer des challenges ou des conflits internes aux communautés crypto pour quelque part donner une fenêtre sur la culture Twitter ou la culture de mèmes qui entourent beaucoup des mouvements des crypto-monnaies. Et en fait, c'est quelque chose qui est très prégnant à travers tous les projets. Et bien souvent, en fait, il y a beaucoup de banques ou beaucoup d'acteurs sérieux qui se sont cassés les dents en disant qu'ils allaient simplement utiliser la technologie blockchain dans laquelle ils voyaient beaucoup de valeur sans dire qu'ils allaient faire des crypto-monnaies. Donc, il y a eu plein de proof of concept faites par des banques, des assurances ou d'autres choses pour simplement utiliser l'aspect technique. Mais en fait, toutes ces tentatives ont majoritairement échoué. Je connais très peu, voire aucun succès de l'utilisation purement technique de la crypto. Et en fait, tous les succès sont nés quelque part de l'apparition d'un nouvel, pas d'une nouvelle croyance, mais d'un groupe de gens qui voulaient véritablement sortir du système tel qu'il existait avant pour réaliser soit des buts libertariens de protection contre le gouvernement, soit des buts de confidentialité de leurs données personnelles, soit simplement des buts d'avoir la possibilité d'utiliser des systèmes qui ne dépendent pas d'un acteur principal qui peut devenir autoritaire, que ce soit une entreprise, une banque centrale ou un gouvernement. Donc, beaucoup, sans doute parfois à l'excès, les communautés ont cherché la vibe ou ont cherché à trouver des choses qui leur faisaient plaisir au-delà même de la technologie. Alors, pour commencer, le Web3, donc c'est quelque chose qu'on voit un petit peu partout. Et donc, c'est intéressant. C'est la prochaine génération des applications Internet. On sait que ça vient, mais quelque part, qu'est-ce que c'est? On en entend beaucoup parler. Et en fait, souvent, les gens le définissent de manière différente, un peu comme le métaverse, qui a sa définition Facebook, mais qui est aussi utilisé pour décrire l'univers des NFT, l'univers des cryptos, avec une perspective qui est assez différente de celle de Facebook. Et si on doit mettre en parallèle d'abord qu'est-ce que le Web 1, qu'est-ce que le Web 2 ou qu'est-ce que le Web 3, donc il y a ce meme qui est assez parlant à mon avis, où on voit le Web 1 représenté par les fondateurs de Google, qui essentiellement permettait l'accès à l'information pour tous les utilisateurs d'Internet. Le Web 2 est représenté ici par l'acteur jouant Mark Zuckerberg dans The Social Network, a permis, au-delà de l'échange d'informations et de la recherche, d'avoir un aspect social, d'avoir un aspect collaboratif, même si cet aspect collaboratif était organisé par des acteurs centraux qui avaient un accès unique, enfin qui avaient un accès exclusif à l'information et des utilisateurs. Et maintenant, le Web 3, donc représenté ici par Vitalik Buterin dans un costume lors d'une conférence, où Vitalik est le fondateur d'Ethereum, qui est la deuxième crypto la plus populaire aujourd'hui, et qui est une crypto-monnaie qui permet le développement de smart contracts, c'est-à-dire de programmes automatisés qui utilisent la crypto comme une brique de base. Et dans cette nouvelle génération d'Internet, nous avons maintenant la possibilité d'avoir de la propriété digitale, donc que ce soit de tokens comme des cryptos ou de bien d'autres choses,
comme des NFT ou des tokens qui représentent que ce soit des parts d'entreprise, de l'immobilier, des tickets de concert. Et tout cela avec une approche ouverte et trustless qui permet d'avoir confiance dans le réseau lui-même sans avoir à reposer sur un acteur en particulier. Et la grosse différence entre le Web 1 et le Web 2 et par rapport au Web 3, c'est que jusqu'au Web 3, donc pour le Web 1 et le Web 2, c'était essentiellement des protocoles d'échange d'informations. Donc HTTP et FTP étaient des protocoles qui permettent uniquement d'échanger des données sans avoir de possibilité de stocker finalement la représentation d'un actif ou d'avoir un langage commun ou un protocole ou un standard qui permettent de décrire un ledger. Et c'est vraiment ce qui arrive avec le Web 3 et ce qui va permettre la création d'actifs digitaux, qui est quelque chose d'entièrement nouveau. Ça, c'est un screenshot d'un browser, donc voilà, un outil Web3 avec des actifs digitaux où on a en haut à droite, on a un plugin qui permet d'avoir voilà, des actifs comme de l'Ethereum ou tout autre type d'actifs, que ce soit des crypto-monnaies, des NFT ou plein d'autres choses qui sont directement disponibles au niveau de l'infrastructure et qui peuvent être utilisés par n'importe quelle application. Donc là, dans cet exemple, les 2 Ethereum sont disponibles pour l'utilisation de n'importe quel site sur lequel n'importe quel site Web3 sur lequel je pourrais browser pour pouvoir soit acheter des choses, investir, envoyer à des gens, quelque part transformer en tickets de concert qui seront eux-mêmes sur l'infrastructure. Et donc, c'est quelque chose qui est partagé et qui permet véritablement le développement d'une nouvelle génération d'applications qui ont accès directement au token de l'adresse avec laquelle l'utilisateur est connecté. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu, que le rythme est à peu près bon, et je continue. Mais arrêtez-moi, je ne vois pas la slide, donc c'est difficile de dire, et arrêtez-moi si jamais c'est trop rapide ou trop long. Si jamais il y a des questions. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de NFT où voilà, un utilisateur a acheté donc une œuvre d'art digitale qui est maintenant son profil ou sa représentation individuelle. Je vous partage, je ne sais pas vous regarder en même temps. Sa représentation sur les réseaux sociaux et qui est quelque chose qui a été permis pour l'utilisateur uniquement grâce à cette technologie du Web3 où maintenant voilà, une œuvre numérique peut être certifiée comme détenue par une certaine adresse web. Et donc, c'est quelque part une révolution qui permet aux gens de pouvoir revendiquer la propriété sur une image qui avant pouvait être simplement copiée-collée à l'infini sans jamais pouvoir être identifiée comme appartenant à quelqu'un en particulier. Mais au-delà des NFT, on assiste à une explosion cambrienne un peu à l'image de la vie sur Terre il y a 3 milliards d'années où il y a eu en quelques dizaines de millions d'années une multiplication du nombre d'espèces. On voit ici, en fait, sur Internet apparaître plein d'innovations, que ce soit à travers donc la représentation de titres financiers, la représentation des tickets de concert, la possibilité d'investir dans des structures nouvelles, la possibilité de participer à une finance en prêt et emprunt à travers des tokens face à d'autres parties de manière complètement borderless, enfin, sans frontières et sans contraintes. Et donc, en ce moment, quelque part, on voit beaucoup d'expériences, beaucoup d'innovations, dont peut-être beaucoup ne seront pas viables, mais c'est une période très intéressante en termes d'innovation autour de ces niveaux de type d'actifs. Un sujet qui est apparu à travers le Web3, c'est aussi le sujet de l'identité décentralisée, car maintenant que les données sont finalement sont sous
le contrôle de l'utilisateur par rapport au Web 2 où les données étaient contrôlées par les opérateurs centraux comme Google et Facebook. Ça ouvre la possibilité d'arrêter de partager de manière gratuite ces informations personnelles avec les géants du web, et on voit l'éclosion d'autres réseaux sociaux où les utilisateurs ont beaucoup plus de contrôle sur la monétisation ou l'accès à leurs données personnelles. En allant plus loin, certains envisagent même qu'on pourra entièrement décrire son identité sans jamais partager aucune information. Donc ça, c'est aussi une innovation cryptographique qui permet par exemple à quelqu'un de prouver qu'il est majeur sans qu'il ait à donner son âge. Donc simplement avec la certification à travers une identité décentralisée, quelqu'un pourrait juste partager l'information qui est demandée par un certain service sans avoir besoin de montrer son identité complète, juste en utilisant de manière cryptographique la preuve qu'il est majeur ou que c'est un homme ou n'importe quelle autre information demandée. Ça permet potentiellement même de remplacer l'entier processus de KYC par quelque chose d'automatisé où tout serait stocké dans une blockchain et les individus auraient le contrôle total sur leur identité digitale avec des informations d'identité qui seraient entièrement sur la blockchain, accessible avec du zero knowledge of proof et qui permettrait d'utiliser des services financiers ou des systèmes cryptographiques sans avoir plus jamais besoin de partager une photo de sa carte d'identité ou de se reloguer à chaque fois, enfin de refaire des procédures d'inscription sur les nouveaux sites, mais uniquement en utilisant des services d'une blockchain avec des informations d'identité distribuées, ce qui quand même aujourd'hui en fait n'a jamais été couronné de succès malgré les nombreuses tentatives de projets visant à établir une clé, quelque part un passeport blockchain d'identité. Ça reste quelque chose qui est toujours plus une belle idée qu'un succès auprès des utilisateurs. Un autre défi des plateformes Web3, c'est le coût aujourd'hui qui est nécessaire de dépenser pour faire quoi que ce soit. Les réseaux, malgré tout, n'ont pas la taille ou les volumes nécessaires pour servir tous les utilisateurs qui sont dessus. Et du coup, le coût de transaction a été assez élevé. Ça peut coûter de 20 à 200 $ pour échanger des NFT. Hier, il y avait un embouteillage sur le réseau Ethereum et je crois que les frais de transaction sont montés à 3000 $. Donc, ça montre que le réseau n'a pas encore aujourd'hui la capacité d'absorber tous les utilisateurs qui potentiellement voudraient s'en servir et que c'est soit réservé à des services à haute valeur ajoutée, soit il faudra attendre un nouvel upgrade de la technologie actuelle ou des nouveaux services pour pouvoir rendre ça accessible aux utilisateurs lambda, disons. Donc, en résumé, pour le Web3, c'est l'Internet des choses, qui a déjà plus de 30 millions d'utilisateurs actifs. On est toujours très, très tôt et les challenges, c'est de pouvoir grandir et aussi les coûts que représentent n'importe quelle opération sur les réseaux de Web3 et de smart contracts aujourd'hui. Un autre challenge, c'est les effets sur le climat ou sur la haute consommation énergétique par tous les systèmes en proof of work, mais là aussi, il y a des roadmaps pour pouvoir migrer vers des mécanismes de consensus qui ne reposent pas sur le proof of work, qui seraient beaucoup plus légers pour la consommation énergétique. En regardant maintenant le concept de stablecoins, donc historiquement, le Bitcoin et le credo des Bitcoins était vraiment à l'opposé du dollar. Donc, c'était pensé comme une solution
aux errances et aux échecs des monnaies gouvernementales comme le dollar, et avec tout un tas d'avantages qui étaient recherchés au-delà du dollar, comme la possibilité d'avoir une quantité en circulation déterministique, la possibilité de ne pas avoir à faire confiance à qui que ce soit grâce à l'aspect décentralisé de la crypto-monnaie, la possibilité d'avoir une approche pseudonyme où les utilisateurs voilà, pouvaient à la fois l'utiliser et avoir une certaine transparence sans avoir à donner toutes leurs données personnelles. Mais malgré tout, assez vite, notamment pour le Web3, où il y avait beaucoup d'utilisateurs qui ne souhaitaient pas nécessairement avoir l'exposition au risque de marché des cryptos, il y avait une demande d'avoir certains de ces avantages de la crypto-monnaie, mais sans avoir à prendre aussi les risques de l'exposition au cours des crypto-monnaies. Donc, il y a eu plusieurs opérateurs qui se sont lancés dans l'expérience, comme DAI, Tether, ou Circle et Coinbase à travers l'USD Coin, et qui ont lancé sur Ethereum, mais aussi sur d'autres blockchains, des stablecoins dont le prix était figé à $1 et avec des mécanismes variés pour pouvoir assurer cette stabilité. Certains sont entièrement collatéralisés avec $1 pour chaque $1 dans une banque pour chaque dollar de stablecoin émis. Certains utilisent des mécanismes de rebalancement automatique avec des cryptos pour pouvoir assurer la stabilité. Et certains ne sont pas du tout collatéralisés. Cela, je vous déconseille de vous en approcher. Alors, à quoi ça sert un stablecoin? Quelque part, c'est un dollar programmable, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller écrire un smart contract et utiliser et écrire des fonctions dans ce smart contract qui vont déplacer, bouger, loquer des dollars pour, par exemple, proposer un nouveau service financier pour prêter ou pour faire du paiement ou pour faire tout type d'opérations programmatiques qui nécessitent un mouvement de fonds. Chose qui n'est pas possible avec le dollar actuel. Enfin, il y a quelques API qui sont mis à disposition par les banques, mais au-delà de ça, en fait, on ne peut pas écrire de programme qui déplace de l'euro, du dollar, de n'importe quel compte vers n'importe quel compte. Ça a le mérite d'éviter tout accès aux banques, donc ça fait toujours ça de gagner en frais de transaction et en complexité. C'est borderless, alors ça aussi c'est un avantage clé, c'est-à-dire que n'importe qui dans le monde peut avoir une adresse USD Coin, mais par contre c'est très difficile d'avoir un compte en banque en dollars, il faut être américain. Donc par exemple, je parlais à un avocat qui avait du mal à se faire payer par des clients américains, c'est simplement une solution très, très simple et d'ouvrir une adresse USD Coin et de recevoir des paiements en stablecoin dessus, ce qui n'est pas possible avec des dollars classiques. Il y a beaucoup d'entreprises se sont lancées dans l'émission de stablecoin, et donc aujourd'hui il y a beaucoup d'offres, essentiellement en dollars, avec Tether, USD Coin, Terra, Binance USD, et on voit qu'il y aura sans doute un effet network pour le stablecoin le plus populaire ou le plus efficace, qui va procurer un énorme avantage stratégique à l'entreprise qui aura réussi à placer son stablecoin à la tête. Donc on voit ici que même si c'est décentralisé, on revient quand même à une certaine forme de centralisation parce que malgré tout, le développement du smart contract ici est implémenté par une société. On voit aussi que l'Europe est assez en retard. Il n'y a pas d'euro dans la liste des stablecoins les plus populaires. Donc, en fait, c'est un train qu'on est un peu en train de voir passer, qui est même parti sans nous d'ailleurs. Et ce qui est dommage parce que ça veut dire que ça a sans doute des effets négatifs pour la monnaie elle-même, pour l'euro, qui n'est pas présente dans le Web3 aujourd'hui. Et aussi, c'est dommage car toutes les startups ou les innovations qui peuvent être construites en utilisant ces stablecoins comme une brique ou comme une fondation, elles seront faites en dollars. Et donc, en fait, toute l'innovation qui va avoir lieu au-dessus des stablecoins aura lieu en dollars dans les années qui viennent. Et on n'a pas encore
de dates ou de projets clairs pour voir arriver des équivalents dans d'autres devises. On va passer l'exemple de Facebook. En résumé, les dollars, c'est de la monnaie programmable. Si jamais elles sont entièrement collatéralisées, il n'y a pas de risque systématique. Il y a beaucoup de gens qui essayent de dire que c'est dangereux pour le système. Les stablecoins en soi n'ont pas de risque pour le système financier. Ils sont surtout ceux qui sont entièrement collatéralisés. C'est absolument comme une banque classique. C'est même moins dangereux qu'une banque classique. Aujourd'hui, il y a déjà 150 milliards en circulation. C'est un marché très fragmenté avec une guerre qui est en train d'avoir lieu côté américain et un gros retard qui vient de l'euro. Quelque chose qui va changer au cours des années qui viennent, ça va être le lancement des crypto-monnaies issues par les banques centrales. Donc ça, c'est un domaine où la Chine est assez en avance aujourd'hui, mais que l'Union européenne et les États-Unis regardent aussi. C'est pourquoi pas, si jamais on voit effectivement le potentiel d'innovation devant nous, avoir une monnaie de type cryptographique implémentée par la Banque centrale pour permettre à tous les opérateurs de l'économie finalement de l'utiliser avec les bénéfices que ça représente en termes de transparence, de programmabilité et de sécurité par rapport au système actuel. Des questions? Je continue. Non, je continue. Après, alors récemment, il y a eu un autre exemple de monnaie digitale qui était l'exemple des NFT. Donc les NFT, ça paraît souvent un peu compliqué à première vue quand on essaye d'expliquer le concept et quand on explique, quand on donne des exemples aussi concrets de collections de NFT qui ont du succès en ce moment. Donc, en gros, là, ce sont des exemples où vous avez sur la droite des exemplaires de la collection des CryptoPunk, qui était une des premières collections d'NFT qui a été générée en 2017 à titre d'expérience un peu à l'époque. Enfin, donc, les CryptoPunk ont été donnés gratuitement aux utilisateurs. Il n'y avait pas d'intention de gagner de l'argent de la part des créateurs. Donc, tout a été mis à disposition gratuitement avec pour la première fois des certificats de propriété sur des œuvres digitales qui permettaient aux gens après de les échanger un peu comme des cartes panier ou un peu comme des œuvres d'art. Donc sur la gauche, vous avez un screenshot d'une transaction sur la blockchain qui, voilà, donc quand quelqu'un achète ou vend un CryptoPunk, apparaît sur la blockchain ce que vous voyez à gauche, où vous voyez l'adresse source, l'adresse destination, le prix du CryptoPunk. Et c'est ce registre qui permet d'établir et de certifier voilà, la propriété des NFT. Alors depuis, il y a eu une explosion du nombre de NFT et puis beaucoup de succès, beaucoup d'échecs et beaucoup de gens demandent mais finalement, enfin, à quoi ça sert? Est-ce que ça vaut quelque chose? Parce qu'on peut toujours voir les images, on peut toujours faire un clic droit et sauvegarder même les NFT qui ont été vendus pour 12 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qui est donc acheté? Quel est le bénéfice qui est retiré par les personnes qui achètent ces NFT? Ce qui est sûr, c'est que depuis un an ou deux, on a vu une envolée spectaculaire. Donc, il y a eu des œuvres qui se sont vendues pour presque 70 millions de dollars. Mais derrière ça, en fait, ce n'est pas un cas isolé. Il y a eu des CryptoPunk de la collection originale qui sont vendus pour, je crois, 7 millions ou 12 millions de dollars. Donc, il y a eu un aspect quelque part de normalisation du point de vue du monde institutionnel de l'art contemporain qui a accepté les NFT comme quelque part des œuvres légitimes ayant leur place dans les ventes aux enchères de Christie's et de Sotheby's, et ce qui a donné une légitimité aux yeux aux yeux des gens au-delà de la petite communauté des crypto-monnaies ou des NFT qui est apparue il y a quelques années. Et surtout, en fait, au-delà des riches millionnaires ou milliardaires qui se sont amusés à acheter des œuvres pour beaucoup d'argent, ce qu'on voit aux États-Unis, alors je ne sais pas si on le voit en France, c'est que
quelque part, si vous achetez une œuvre et que vous la mettez dans votre salon, pendant l'année, elle sera peut-être vue par une vingtaine de personnes, une cinquantaine de personnes. Mais si jamais vous achetez un NFT et que vous en servez comme identité digitale, c'est quelque chose qui va être vu par des centaines, des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes, des centaines si jamais vous êtes un influenceur. Et quelque part, pouvoir déterminer quelle est son identité visuelle ou pouvoir s'affirmer avec quelque chose qui vous représente vous et ne vous représentera que vous, est devenu plus important pour beaucoup de gens que l'art physique. Donc, quelque part, l'impact, le rayonnement de l'art digital que vous allez acheter, même si, certes, il peut être copié, mais le fait que vous vous prononciez comme détenteur, propriétaire de certaines œuvres de NFT, ça vous apporte peut-être plus que d'avoir des œuvres physiques que peu de monde, au final, pourront voir chez vous. Donc, ça, ce sont des exemples que j'ai pris au hasard de gens. Et moi-même, en fait, dans mes réseaux sociaux ou dans mon entreprise, je suis représenté par un NFT. Est-ce que c'est de l'art? C'est une question compliquée. Je pense que chacun a le droit d'avoir sa propre réponse. Moi, je dirais que par rapport à ce qu'on voit dans l'art contemporain, c'est de l'art. Enfin, si on regarde le riz noir de Duchamp et qu'on considère que le riz noir de Duchamp, c'est de l'art parce que c'est quelque chose qui était provocateur, qui était nouveau, qui cassait les codes. Quelque part, les NFT, à leur manière aussi, finalement, cassent les codes, apportent quelque chose de nouveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été considérés comme intéressants et significatifs dans une communauté qui n'est pas celle de la communauté traditionnelle de l'art contemporain. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est venu sans avoir été introduit ou honoré par l'art 1.0, si on peut dire, et comme quoi on peut encore le faire. Alors, est-ce que c'est la lumière au bout du tunnel ou est-ce que c'est la panacée pour tous les artistes? Sans doute pas. Il y a très peu de projets de NFT qui deviennent des grands succès par rapport aux projets qui se tentent. C'est des choses qui sont assez différentes de l'art tel qu'il pouvait exister avant. Donc, si la plupart des artistes qui faisaient simplement de l'art digital pour des illustrations ne peuvent pas récupérer directement, enfin, ils ont beaucoup de mal à monétiser simplement cet art-là pour faire des NFT. Bien souvent, en fait, le succès des NFT dépend de la communauté qui est créée autour et les artistes qui créent des NFT individuels ou des NFT 1 sur 1, en fait, ont assez peu de succès. Et souvent, le succès vient de l'apparition d'un groupe, alors de, 500 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, qui trouvent des œuvres intéressantes. Et du coup, il faut qu'il y ait beaucoup d'œuvres. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de succès des collections d'NFT qui ont 10 000 composants, par exemple. Et en fait, ça va être un mélange de community management, quelque part, et de création qui vont faire le succès des NFT. Et ce n'est pas simplement les mérites graphiques, artistiques ou d'une œuvre qui vont permettre son succès sur Internet. Alors, ce community management, c'est sans doute quelque chose qui existait avant. Enfin, quand on regarde Andy Warhol ou certains peintres par le passé qui ont fait des séries en assez grand volume avec le marketing qui allait autour, c'est quelque part peut-être une continuation digitale de certains aspects de l'art contemporain tel qu'il existait au XXe siècle. Je vais passer là-dessus. En gros, les NFT, même s'ils ont été annoncés morts plusieurs fois déjà comme le Bitcoin, connaissent toujours un énorme succès. Je crois qu'il y a plus de 250 millions de ventes par jour, ce qui est beaucoup, enfin, ce qui est plus que... Ce qui a doublé les volumes de l'art contemporain en quelques années. Beaucoup de la valeur vient de la formation de communautés autour des projets de NFT. Il y a des applications de plus en plus larges. Au-delà, il y a beaucoup de marques qui se lancent dans la création d'NFT, qui plébiscitent l'approche créative, l'approche exclusive, l'approche par engagement de la communauté et qui essayent de créer autour d'elle des choses, des expériences intéressantes, des communautés qui pourraient quelque part vibrer plus autour de leur marque.
mais aussi d'autres applications comme la création de NFT pour des tickets de concert qui sont en train d'être préparés. Même problème sur l'impact environnemental et les arnaques qui fleurissent pour essayer de faire de l'argent facile. Allez, le dernier, la finance décentralisée, où il y a eu aussi un florilège d'innovation pour permettre aux gens de placer leur argent ou d'emprunter de l'argent sans passer par des banques, en utilisant les protocoles développés par des startups sur le Web3 avec Ethereum, Tezos ou d'autres types de blockchains. Alors, il y a beaucoup de protocoles qui promettent des rendements sensiblement supérieurs à ce qu'on va pouvoir trouver à la banque du coin, avec 8%, 11% ou 6%. Et bon, bien souvent, quand les pourcentages sont assez élevés, c'est qu'il y a forcément un risque quelque part, même si ces protocoles s'en défendent. Et je trouve qu'il y a quand même des choses assez innovantes, assez intéressantes qui sont faites, même s'il faut trier le bon grain de livret en termes de protocole de DeFi, de Decentralized Finance, parce que il y en a beaucoup qui ont quand même beaucoup de ressemblances avec des pyramides de Ponzi, mais c'est pas le cas de tous. Et je voulais prendre l'exemple, je vais essayer d'expliquer l'exemple des marchés automatisés. Alors, restez avec moi. Voilà, c'est le seul slide où il n'y a pas de même, mais c'est intéressant, je vais essayer de vous l'expliquer. En gros, aujourd'hui, si jamais vous voulez acheter ou vendre des actions, vous devez passer par votre banque et leur dire, voilà, je veux vendre ou acheter des actions. Et en face de vous, de l'autre côté, celui qui va vous vendre ou celui qui va vous acheter des actions, c'est le trader chez la banque. Et donc, en fait, le trader chez les banques, c'est un métier qui rapporte beaucoup d'argent, en fait, qui est concentré dans les mains de peu d'opérateurs et de peu de banques. Et c'est pas un métier très utile, c'est un métier qui est un peu l'emblème de l'argent facile par la finance, qui tire profit facilement des petits porteurs et des utilisateurs qui n'ont pas de rapport de force favorable par rapport aux banques larges. Eh bien, le projet d'Uniswap, donc la troisième version en ce moment, en fait, permet d'automatiser le métier de trader. Donc, en fait, ils suppriment les traders. Ils disent, en fait, au lieu d'avoir des traders en face desquels vous allez traiter et qui vont gagner de l'argent sur votre dos à longueur d'année, en fait, on va avoir un market maker automatisé où d'un côté, il y a des gens, mais ça peut être n'importe qui, donc ça peut être aussi des petits porteurs ou des plus gros, qui vont mettre des dépôts, donc des réserves, donc par exemple des réserves de token A et de token B, et quand quelqu'un d'autre va vouloir acheter et vendre, on va utiliser ces réserves, et quelque part, l'achat et la vente auront lieu automatiquement sans qu'il y ait de trader. Alors, ce qui est difficile, c'est de savoir, si jamais on achète ou on vend, quel est l'impact sur le prix. Parce que ça, c'est le métier des traders quelque part. C'est de savoir quel est le prix auquel on doit pouvoir placer les ordres pour que la banque gagne de l'argent. Et donc, l'approche qui est prise ici, c'est simplement de dire qu'on va suivre une fonction définie pour que la valeur totale reste stable entre le token A et le token B. Donc, voilà, ils prennent ce parti qui est en fait un parti assez rationnel, simplement de conservation de la matière, qui dit, si jamais quelqu'un achète A, le prix du token A va monter un petit peu, mais juste assez pour que la fonction de l'ordre qui a été passé, pour que la valeur totale reste stable. Donc, voilà, la fonction est définie par le produit des deux et reste constant. Et donc, ce qui se passe, c'est que, d'un côté, vous allez avoir des petits porteurs qui vont placer de l'argent. Donc, je l'ai fait, j'ai essayé, effectivement. En fait, j'ai gagné de l'argent à travers les frais qui sont récoltés sur chacune des transactions. Et de l'autre côté, les acheteurs et les vendeurs vont pouvoir placer des ordres, payer un petit frais à ceux qui ont immobilisé leur argent à chaque fois qu'il y a une transaction. Et chacun de ces ordres va faire bouger un petit peu le prix d'une manière déterministique et transparente et connue de tous. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose, quelque part, qui tourne tout seul maintenant sur Uniswap et qui permet d'avoir du trading d'achat et vente en se passant des traders
en se passant de Coinbase quelque part aussi, puisque c'est le métier de Coinbase, que de faciliter les échanges d'achat et de vente entre des particuliers et des traders. Et ça, c'est quelque chose qui a connu un énorme succès, quelque part, qui a trouvé un product market fit et qui marche très bien, et qui est une innovation qui est sans doute positive pour voilà, la répartition des bénéfices de la finance entre tous les participants. Le problème, c'est que personne n'est prêt en fait pour ça, parce que ça ne rentre pas dans les schémas actuels des régulateurs financiers, que ce soit en termes de gestion des taxes, de gestion des autorités, de gestion des licences. Donc, en fait, ça existe dans le métaverse, mais ça ne rentre pas dans les boîtes de la finance traditionnelle. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire pour les régulateurs pour comprendre le potentiel des innovations qui sont en train d'avoir lieu sur la blockchain et d'adapter à tous les niveaux les réglementations pour pouvoir encadrer, éviter que les particuliers prennent des risques trop importants et sans entraver voilà, à la fois les expériences et les bénéfices de ces innovations qui peuvent aider tous les participants. Je crois que je suis arrivé à la fin, ou juste pour résumer sur la finance décentralisée, donc c'est une nouvelle finance qui est en train d'être construite et qui est de manière ouverte, qui permet des prêts, des emprunts, des investissements, du trading, des paiements transfrontaliers, qui demeure aujourd'hui assez compliqué. Autant je pense que tout le monde peut arriver à acheter ou vendre Bitcoin, autant ouvrir un liquidity pool sur Uniswap V3, il faut quand même pas avoir trop froid aux yeux. Ça demande un peu de un peu de témérité et un peu de connaissance. Donc, ça, il y a encore des efforts à faire pour simplifier les opérations. Il y a encore beaucoup de risques de fraude. Donc, il y a des systèmes qui sont un peu de type Ponzi ou qui peuvent être un peu risqués. Donc, il faut toujours faire des recherches assez poussées avant de placer ces économies dans un protocole. Et puis, les frais encore sont assez importants, ce qui limite l'utilisation pour l'instant aux utilisateurs qui ont des ressources importantes. Voilà, c'était les quelques concepts que je pense sont utiles pour n'importe qui aujourd'hui, pour comprendre le potentiel du Web3. Et merci beaucoup pour cette présentation, c'était super intéressant. Ça fait beaucoup de sujets, à la fois les stablecoins, les NFT, la DeFi, Ethereum, tout ça, ça fait énormément de choses. Et du coup, on va demander aux gens s'ils ont des questions. Est-ce que quelqu'un a envie de poser des questions? Oui. Tu peux venir ici, je pense, si tu veux, ou alors sinon, on peut t'apporter un micro. Je vais passer le micro. J'avais une question pour le fonctionnement des prêts sur les cryptos. Elle est où la valeur? C'est à part l'avantage politique. Ça sert à quoi si la volatilité fait que les intérêts sont aussi hauts? En fait, c'est plusieurs choses qui font que les intérêts vont être hauts. Ça va être, d'une part, quelque part, comme il y a de la volatilité, effectivement, il faut rémunérer les investisseurs qui prêtent avec des taux élevés. Mais aussi, en fait, ça vient du fait que les prêts vont être mis à disposition d'emprunteurs qui n'auraient pas pu emprunter cet argent, je ne sais pas, auprès de banques ou auprès d'autres endroits pour faire ce qu'ils veulent faire avec les prêts. Et du coup, en fait, les emprunteurs doivent payer une prime pour avoir accès finalement à ces fonds, une prime qui est plus élevée que ce qu'on va trouver à la Banque Centrale Européenne, ou dans une banque ou n'importe où d'autre. Donc, en fait, c'est quelque part c'est le type d'activité qui est financée, qui demeure à haut risque et qui aussi entraîne des rémunérations plus importantes pour les personnes qui font les prêts.
même si il y a des systèmes de protection, de collatéralisation qui sont là pour protéger les investisseurs, mais comme ça reste malgré tout risqué, ça justifie des rendements plus importants. Alors après, il y a une autre source aussi, alors, et ça c'est un truc qu'il faut pouvoir en profiter, c'est qu'il y a des fonds de capital investissement aux États-Unis qui boostent les prêts, qui boostent les taux. Et en fait, ils veulent juste faire des chiffres de croissance. Et pour faire des chiffres de croissance, en fait, ils abondent les taux. Donc ça, c'est plutôt des bonnes affaires. Alors après, il y a des gens qui en profitent justement. Ils disent, je sais que tel fonds d'investissement, en fait, abonde les prêts crypto de tel protocole pour pouvoir faire de la croissance et dire qu'ils ont plein de clients. Et en fait, il y a un effet d'opportunité là-dessus où effectivement, on peut gagner un peu d'argent simplement en récupérant la surprime payée par le fonds de capital investissement dans le protocole qu'ils essayent de lancer. Je crois que c'était quelques diapos avant, il y avait toute la partie sur les NFT. Il y a un moment où vous avez parlé qu'est-ce qui donne sa valeur. Et pour le coup, là, je ne sais pas si vous avez répondu, mais un peu bizarrement, mais je n'ai pas vraiment compris cette partie-là. Parce que en soi, je ne vois pas où parce que la propriété, c'est pas le PNG, parce que le PNG, quand il arrive, il est hébergé sur Internet. C'est seulement si j'ai bien compris, c'est un smart contract. Un smart contract qui est seulement le lien à ce PNG. Et en quoi est-ce que avoir le lien constant à ce PNG écrit sur la blockchain lui apporte une quelconque valeur? Donc, au début, ça coupait un peu, mais je crois que j'ai compris la question. Donc, en fait, c'est voilà, qu'est-ce qui fonde la valeur d'un NFT? Donc, le NFT en lui-même, effectivement, c'est un smart contract qui va associer une adresse Ethereum, donc qui peut être la mienne ou la vôtre, à la propriété de quelque chose. Alors, ce quelque chose, parfois, c'est compris dans le smart contract, mais il y a assez peu de place dans les smart contracts, donc il y a peu de NFT qui font ça, où l'œuvre d'art est entièrement décrite dans le smart contract. Parfois, c'est simplement un lien vers une adresse Internet où est stocké le PNG. Puis parfois, c'est d'autres choses. Et donc, on peut toujours débattre finalement des risques ou de la valeur d'une telle certification. Enfin, c'est une certification de propriété pour une adresse Ethereum de quelque chose, donc avec quelque chose qui sont de forme variable. Mais au final, ce qui fonde la valeur, c'est le fait que les smart contracts originaux, disons, des CryptoPunks ou des grandes collections de NFT, sont connus. Donc, le fait de détenir un smart contract de la collection qui est vérifié, qui est connu, fonde l'authenticité de la collection. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un consensus au sein de la communauté sur la certification de la collection elle-même. Et une fois que ça s'est établi, avoir un morceau de la collection et devient valorisable. Et quelque part, il y a une preuve empirique qui est simplement les prix auxquels s'échangent les NFT. Les gens voient dans ce mécanisme, certes imparfait tel qu'il existe aujourd'hui, finalement un système de tenue de compte sur ces certifications digitales assez fiable pour en acheter, pour en vendre à des prix qui sont très importants. Alors, est-ce que ça a répondu à la question ou est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel Surtout au niveau vous avez décrit l'identité numérique, pourquoi ça serait beaucoup pour ça. Dans ce cas-là, ça n'a pas été inventé par les NFT, c'est un truc qui existait largement avant et qui Oui. je ne voyais pas comment ça pouvait oui. aider si ça marchait Alors, avec les PNG qui sont non, les gens ont utilisé des avatars avant les NFT, ça c'est vrai. Ce qui se passe, c'est que les NFT, quelque part, avec l'établissement d'une propriété numérique, en fait, établissent de manière unique, quelque part, la détention de l'œuvre digitale. Donc, par exemple, si j'ai un CryptoPunk,
le fait de le mettre comme avatar, en fait, ça veut dire d'un point de vue culturel que voilà, je m'intéresse au NFT, que je trouve que cette identité visuelle est intéressante, que je m'intéresse à l'innovation en général. Et normalement, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui utilise un avatar de NFT qu'il ne possède pas. Alors, ça peut toujours arriver, quelqu'un peut toujours essayer de voler un NFT, et même si maintenant sur Twitter, en fait, il y a des mécanismes de vérification pour que si vous voulez avoir un NFT hexagonal, vous devez signer une authentification sur votre adresse Ethereum pour prouver que vous êtes effectivement le véritable détenteur du NFT. Donc maintenant, il y a des réseaux sociaux qui permettent d'avoir des vérifications embarquées de la propriété du NFT pour l'utiliser comme avatar. Et en fait, ce qui est nouveau aussi, c'est quelque part, c'est une sorte de sous-mouvement culturel autour de des projets de PFP. Donc les PFP, c'est les NFT qui représentent des avatars en général. Et il y a beaucoup de discussions, de conflits, de supports qui mélangent des aspects artistiques, des aspects de communauté, des aspects financiers. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, où il y a une sorte d'identité communautaire, où voilà, les gens vont dire non, mais moi je suis un pingouin, ou moi je suis un lion, ou moi je suis un punk, ou peu importe. Et ça veut dire quelque chose pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, avec leur communauté, voilà, ils se sentent représentés par voilà, les valeurs ou l'esprit de leur communauté, et c'est quelque chose qu'ils veulent montrer au reste du monde. Donc ça, c'est quelque chose qui pouvait potentiellement exister avant. On pouvait toujours utiliser un avatar d'un manga ou j'en sais rien qui représente vos valeurs. Mais aujourd'hui, avec les NFT, ça devient plus personnel, plus unique. Alors, disons que c'est comme beaucoup de choses, ça vaut quelque chose que si on y croit, effectivement. Donc, on peut toujours dire que ça vaut rien. Mais comme beaucoup de gens y croient, finalement, ça prend de l'ampleur. J'avais juste une dernière question sur la partie des marchés automatisés. J'étais pas sûr de comment ça fonctionnait. Le trader, enfin, c'est market maker, il me semble le mot le plus exact, parce que du coup, il offre la liquidité. Est-ce qu'on le remplace et on chope une commission sur chacun des échanges qui sont faits, ou à partir de notre... En fait, on le remplace avec deux composants. En fait, on n'a plus besoin de market maker, on n'a plus besoin de traders pour donner la liquidité. Mais ça nécessite quand même deux choses. La première, c'est qu'il faut des gens qui apportent du capital pour pouvoir honorer les ordres d'achat et de vente qui sont faits après. Donc, typiquement, il y a des gens qui vont investir. Donc, ils vont mettre, par exemple, de l'Ethereum et du USD Coin. Et après, il y a la deuxième partie qu'il faut remplacer, c'est la formation du prix. Et là, pour le coup, la formation du prix, elle est automatisée à partir d'une formule, typiquement une formule de produit constant. Et donc, en fait, avec ces deux composants, on remplace entièrement le métier historique de trader, market maker ou de liquidity provider, où voilà, c'était soit des hommes, soit des robots guidés par des hommes qui se mettaient en face des ordres des petits porteurs. Le prix basé sur une formule, c'est du prix de marché ou d'un prix autre, ça? Donc la formule, ça sert pour déterminer le prix de marché. C'est-à-dire que si jamais il y a un ordre d'achat qui est placé, la formule va déterminer l'impact du prix de marché de cet ordre en regardant combien le prix doit monter. Et en fait, en gros, l'impact sur le prix va dépendre à la fois de la taille de l'ordre, de la taille du liquidity pool qui a été loqué. Donc en fait, plus il y a des réserves importantes, moins le prix va bouger, parce que ça va pas impacter le ratio entre les deux monnaies qui ont été collatéralisées. Et mais si jamais il y a des réserves qui sont peu importantes, ça peut effectivement faire beaucoup. Un gros ordre peut faire bouger le prix
de manière sensible sur la formule sur la formule de formation de prix. Donc si je comprends bien, le token, sur cette plateforme-là, en tout cas, a un certain prix qui est déterminé par les formules. Et ce token, j'imagine qu'il ne se vend pas seulement sur cette plateforme-là, il se vend sur plein de plateformes. Et donc, au fond, c'est pas un système fonctionnel si le prix est déterminé de façon différente sur plusieurs plateformes différentes. Si, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, ça marche avec n'importe quel token. Donc, en fait, c'est un concurrent, mettons à Coinbase. En fait, c'est un concurrent à Coinbase, où Coinbase va avoir la possibilité d'acheter et vendre n'importe quel. Coinbase, c'est un exchange, c'est ça? Voilà, Coinbase, c'est un exchange. Donc, en fait, ça, c'est comme un exchange. Donc, ça marche avec n'importe quel token. Et alors, effectivement, il est possible que le prix sur l'exchange de Uniswap V3, du fait de la formule, devienne différent du prix sur un autre exchange, comme Binance ou Kraken ou Coinbase. Et en fait, ça c'est très classique, il peut y avoir des opportunités d'arbitrage qui se forment, et dans ce cas-là, il y a des gens qui sont toujours à l'affût des opportunités d'arbitrage et qui vont faire les ordres inverses pour prendre un profit et faire refermer les opportunités d'arbitrage. Donc c'est possible qu'à certains moments, il y ait des prix qui soient un petit peu différents, mais quelque part, avec la recherche de l'efficacité ou la recherche de marge, les gens vont participer finalement au marché, vont participer au liquidity pool derrière chaque paire de devises qui est traitée sur Uniswap V3, dès qu'ils vont voir des opportunités, ce qui fait que l'exchange Uniswap V3 va devenir de plus en plus efficace lui-même. Et la formule est utilisée simplement pour évaluer sur l'exchange quel est l'impact sur le prix d'un ordre donné. Sur un exchange normal, cet impact en fait, va être déterminé par l'order book, par la profondeur de l'order book qui est disponible à la vente ou à l'achat. En fait, l'ordre va venir escalader l'order book jusqu'à ce qu'il exécute tous les ordres qui soient le plus près du prix de marché. Et en fait, il n'y a pas d'order book sur un automated market maker comme Uniswap V3. Il y a simplement une formule, et c'est la formule au lieu de l'order book qui va déterminer l'impact sur le prix. Ok, merci, vous avez répondu à toutes mes questions. Merci pour la question. Moi, j'avais une question. Pardon, bonjour Sylvain, merci pour ta présentation qui était très intéressante. J'avais comment formuler la question. Vous avez dit à un moment, que l'Europe était en retard et devrait s'y mettre. Ce qu'on voit dans ce monde des crypto-monnaies ou des NFT, c'est quand même des marchés bien spécifiques. Vous l'avez vous-même dit sur le monde de la finance ou des échanges marchands ou des aspects liés à la problématique du copyright dans les univers artistiques. Mais on voit aussi beaucoup de promesses, beaucoup d'expérimentations qui sont intéressantes à suivre, mais aussi beaucoup d'échecs ou des usages indéterminés et des besoins qui ne sont pas si apparents, en fait, qui requièrent ces technologies dites du Web 3, si j'ai bien suivi. Donc je me demandais quelle était en fait la prise de position ici, de dire que l'Europe devrait investir les mêmes champs avec les mêmes technologies, pas forcément avec les mêmes besoins que ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine. Oui, c'est une question importante. Effectivement, avec les cryptos, on peut faire des bonnes choses, on peut faire des choses qui sont moins bien. Ce qui est en fait quelque part sans doute le cas de toutes les innovations, y compris le web, où dans les années 90, on aurait pu se dire ah ben non, le web c'est l'industrie de la pornographie, c'est l'industrie du vol du copyright, parce que maintenant tout est copié. Donc en fait, à l'époque, l'Europe aurait pu se positionner contre Internet en mettant en avant tous les risques et les mauvaises choses. Aujourd'hui, on est un peu dans une situation similaire où on peut choisir d'essayer d'encadrer et d'encourager quelque part sur
sur des principes de protection des investisseurs, de protection des artistes, ou alors on peut simplement essayer voilà, d'interdire ou de réguler de manière excessive. Et c'est quelque chose où, pour l'instant, l'Europe n'est pas en avance du tout, enfin, que ce soit au niveau des échanges de crypto-monnaies elles-mêmes ou du Web3 ou des stablecoins. La plupart des innovations viennent des États-Unis. Même le Japon, quelque part, est plus en avance que l'Europe à certains niveaux en termes en termes d'encadrement permettant aux cryptos de se développer sans étouffer l'innovation. Et donc, c'est pas non plus un sujet sur lequel je suis chaque évolution ou chaque changement d'humeur de la Commission européenne, mais c'est juste un constat que voilà, qu'aujourd'hui, c'est à part quelques exceptions, de belles exceptions, la France et l'Europe ne participent pas au même niveau que les États-Unis à cette nouvelle génération d'innovation web. Merci beaucoup. Je voulais juste faire le point que je n'étais pas sur la critique en fait, de ces usages, de ces pratiques, qui sont intéressantes en tant qu'expérimentation et des fois un peu plus investies. C'était mis d'ailleurs sur le fait que la régulation serait en retard en Europe, mais c'était plus provocateur de dire que l'Europe aurait peut-être intérêt à investir ces technologies, mais pour d'autres fins, en réponse en intégration ou articulation à d'autres besoins, et vraiment faire de l'innovation plutôt que du copier-coller de ce qui se passe ailleurs, qui ne correspond pas forcément aux mêmes réalités. C'est ce point. Mais merci beaucoup. Donc, vous dites que oui, l'Europe devrait en faire plus, et peut-être on devrait faire différemment, c'est ça, pour mettre à profit ces technologies dans d'autres domaines, c'est ça, si ça fait sens, ou alors partir des besoins et voir que ces technologies ne répondent à rien et développer, innover à partir d'autres assemblages techniques et sociaux. Et je vais passer la parole, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Et oui, après, il faut toujours partir des besoins. Et effectivement, je pense qu'il y a... Après, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'expérimentations faites par des acteurs français, voilà, surtout banque, assurance, peut-être un peu dans l'industrie aussi, la logistique, où ils sont partis de la technologie, en fait. Et en fait, ça n'a jamais vraiment marché. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de remplacer des bases de données par des blockchains, et ça a été beaucoup moins couronné de succès que l'approche, quelque part, plus menée par les communautés, menée autour de projets de crypto-monnaie avec des aspirations de confidentialité ou des aspirations de disrupter entièrement la finance qui ont eu lieu dans d'autres pays. Ok, moi j'avais une question pour revenir un peu sur les stablecoins. Donc, on a parlé de l'euro et du fait qu'il n'y avait pas tellement de stablecoins euro pour l'instant dans l'écosystème. Je voulais savoir, comme vous avez travaillé sur le USD-Coin, donc le deuxième stablecoin, si j'ai pas dit en termes de capitalisation, donc c'est quelque chose d'important aujourd'hui qui est régulé aux États-Unis, sur quelques bases à travailler, si j'ai bien compris. Je voulais savoir si vous aviez un avis sur les implications que ça a d'avoir une hégémonie du dollar à la fois dans le monde traditionnel, parce qu'aujourd'hui tout passe par le dollar, et en plus d'avoir cette hégémonie dans le monde de la crypto-monnaie du coup. Qu'est-ce que ça a comme enjeu et comme implication pour vous? Alors, un premier enjeu, c'est que quelque part, ça renforce la dominance du dollar comme monnaie de réserve mondiale. C'est-à-dire que maintenant, non seulement le dollar est une réserve pour la finance traditionnelle, mais ça devient la réserve aussi du Web3, puisque même les investisseurs européens, aujourd'hui, s'ils veulent quelque part ne pas avoir d'exposition crypto et simplement être exposés sur une monnaie fiat, c'est essentiellement le dollar qui est à leur disposition. Donc, quelque part, c'est la devise de réserve de la finance décentralisée et de toutes les applications Web3. L'enjeu aussi, c'est que, voilà, du coup, c'est beaucoup plus facile pour
des startups ou des entreprises, de développer des services innovants à destination du public américain que ça n'est aujourd'hui pour leur équivalent européen ou français pour le service français. C'est-à-dire que si jamais demain on crée un nouveau moyen de faire KissKissBankBank, enfin, je sais pas, des prêts ou de collecte d'argent, ça sera difficile de le proposer en France si on n'a que de l'USD Coin. Enfin, ça pourra peut-être marcher auprès de certains, mais ça sera ni naturel ni idéal pour la plupart des participants. Donc en fait, ça freine aussi l'innovation, je pense, et l'entrepreneuriat sur ces technologies, le fait qu'on n'ait pas de stablecoin euro. C'est pas facile à faire de faire un stablecoin. Enfin, il faut trouver quelque part le cercle vertueux qui fait qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Finalement, les gens ne sont intéressés par un stablecoin que s'il y a un écosystème, et les gens ne construisent un écosystème que s'il y a des utilisateurs. Donc en fait, c'est quelque chose qui est une pompe qui au début n'est pas amorcée. Donc c'est ce que j'ai vu quand j'ai travaillé dessus il y a quelques années, où au début, il faut trouver des moyens d'amorcer la pompe. Donc en fait, pour les stablecoins, ça s'est fait entre autres avec des échanges décentralisés comme Uniswap que j'ai présenté. Et ça serait bien que la même chose puisse se faire sur l'euro pour pouvoir avoir les ingrédients d'un écosystème de finances décentralisées en euros et ne pas avoir une complète hégémonie du dollar. Alors, un obstacle à la création d'un stablecoin euro au cours des dernières années était quand même le fait que les taux étaient négatifs. Et donc, en fait, c'était une position assez difficile pour les émetteurs de stablecoin, puisqu'ils devaient quelque part manger des pertes sur les dépôts en euros pour pouvoir émettre un stablecoin. Un peu la situation des banques aujourd'hui pour tous les dépôts court terme. Donc, en fait, ça, c'est un frein qui pourrait disparaître bientôt avec l'augmentée des taux en Europe. Donc voilà, je pense que quand même d'ici quelques années, on verra l'émergence de stablecoins en Europe en plus grand nombre et avec des volumes beaucoup plus importants. Ok, merci. Et du coup, ce que je me posais comme question, c'était est-ce que les États-Unis sont, enfin de votre point de vue évidemment, est-ce que les États-Unis sont conscientes de cette part de marché, entre guillemets, qu'elles prennent, cette hégémonie qu'elles renforcent avec cet écosystème-là? Et du coup, est-ce que cet adage qu'ils ont de laisser faire avant de réglementer par rapport à nous en Europe, où on réglemente avant de faire, est-ce qu'ils jouent de ça par rapport à ces stablecoins de dollars? Et est-ce qu'ils sont peut-être un peu plus laxistes envers ces entreprises-là? Parce que par exemple, Tether n'est pas enregistré aux États-Unis, mais ils sont quand même relativement tranquilles au regard du Trésor américain. Donc est-ce que l'État est conscient de ça en fait? Alors en fait, le fait que le dollar soit hégémonique, ils trouvent ça normal. Enfin, c'est pas forcément quelque chose qu'ils essayent de faire. C'est pour eux, ça leur permet naturel. Les autres monnaies, c'est quelque chose qui vraiment ils considèrent dans un deuxième temps. Si jamais il y a des gens qui demandent ça, mais ça leur paraît assez exotique. Donc, ils en sont conscients, mais en fait, ça paraît depuis les États-Unis, ça paraît quelque chose qui est complètement attendu, ou ils ne s'attendraient pas à autre chose. Mais après, effectivement, pour le point que tu soulèves par rapport à la facilitation de l'innovation aux US, il y a une volonté stratégique du gouvernement américain de laisser quand même respirer les startups qui innovent, même si elles sont dans une zone grise réglementaire, même si effectivement peut-être que parfois elles enfreignent ou elles ne suivent pas au pied de la lettre des règles qui avaient été définies pour la finance 1.0, avec l'idée que les États-Unis visent une supériorité ou visent de construire des actifs stratégiques, des entreprises mondiales, des géants qui, un peu comme les géants du Web 2.0, pourront vraiment développer cette nouvelle industrie et
et dominer cette nouvelle industrie. Et c'est vrai aussi que voilà, il y a beaucoup en fait, il y a des élites politico-financières à travers les fonds de capital investissement et puis les parlementaires américains, voilà, qui sont conscients de cette opportunité et qui effectivement investissent beaucoup aujourd'hui pour faire de la croissance rapide et s'assurer que les textes en vigueur aux États-Unis voilà, sont favorables au développement de cette nouvelle industrie. Ça marche, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas forcément. Oui, encore une question. C'est lié avec ce qui vient de se discuter, outre le cadre réglementaire, j'imagine aussi, en tout cas c'était le cas avec tout ce qui est Internet et avant ça, le nucléaire ou je ne sais pas quelle autre invention technologique, que l'État investit énormément dedans. Est-ce qu'il y a une différence, je ne sais pas, dans toutes les initiatives que vous avez parlé, c'est qui en fait exactement derrière? C'est quels acteurs? Est-ce que l'État n'est pas directement investisseur dans ces affaires? Et puis par ailleurs, c'était juste un petit point virgule plus loin. On voit qu'il y a, vous parliez sur des trading notamment, où on n'a plus cet intermédiaire. C'est une formule pour faire vulgairement poser une formule mathématique. Qui c'est qui fixe cette formule-là? Dans quelle mesure, en fait, les acteurs, les parties prenantes qui vont buy and sell, comme c'est écrit sur le schéma, participer à la propre définition d'un marché en fait, économique? Donc, voilà, deux questions. Oui, merci. Alors, pour la première question, alors la manière intéressante, c'est pas du tout le gouvernement ou aucun niveau des pouvoirs publics américains qui investissent quelque part dans les technologies. C'est essentiellement des entreprises privées, parfois avec les relais des fonds de capital investissement, voilà, qui vont développer des plateformes centralisées ou décentralisées pour construire le Web 3. Aux États-Unis, c'est une forte croyance et aussi de larges succès voilà, autour de cette industrie capitalistique où voilà, les fonds vont lancer 10 startups avec une science véritablement de la startup depuis le product management jusqu'à l'hypercroissance, le marketing. Il y a véritablement un fond de savoir construire, trouver des produits qui répondent à un besoin face aux clients. Et après, une fois que ce product market fit est trouvé, d'appuyer sur la pédale de l'accélérateur pour faire croître l'entreprise dans un géant industriel. Donc, il y a ce savoir-faire des acteurs privés qui est aujourd'hui voilà, ce qui construit le Web3 aux États-Unis. Et sans argent public, simplement avec l'argent des fonds d'investissement. Ce qui est attendu des pouvoirs publics, c'est de créer quelque part un environnement réglementaire qui favorise cette innovation et qui ne met pas des bâtons dans les roues des innovations, des entreprises qui sont en train d'être construites et aussi qui potentiellement pour la concurrence internationale s'attaquent aux concurrents étrangers de manière à favoriser les entreprises américaines. Si jamais le concurrent chinois Binance fait trop de progrès, on attend du gouvernement américain qu'il aille retirer sa licence. Enfin, là, j'exagère un peu, donc c'est caricatural ce que je dis, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais effectivement, ils s'attendent à ce que quand même il y ait et c'est arrivé qu'il y ait des demandes ou des remises en ordre qui soient faites pour protéger l'accès du marché américain à des concurrents étrangers qui ne seraient qui seraient pour le coup trop loin des attentes réglementaires autour de la finance, du blanchiment d'argent et d'autres types de risques. Je vais passer à la deuxième question, sauf s'il y a un commentaire supplémentaire ou une question supplémentaire sur la première partie. Donc, la deuxième question était autour de qui définit la formule sur les automated market making. Et
alors, la formule, elle est définie au départ, en fait, de l'order book. Donc, en fait, elle est transparente et claire pour tout le monde. Mais elle a un paramètre qui est la quantité d'actifs qui a été placée pour apporter la liquidité à cette paire de devises. Par exemple, pour donner un exemple, si jamais on faisait l'équivalent entre, voilà, si on va sur l'order book entre l'euro et enfin entre le dollar et l'Ethereum, si jamais il y a, enfin comme c'est très liquide, il y a beaucoup de gens qui vont en acheter et en vendre, et du coup il y a beaucoup de gens qui vont immobiliser du capital pour apporter la liquidité à cet order book. Et plus il y a de capital apporté, donc mettons s'il y a 1 milliard au lieu de 1 million, le fait d'acheter ou de vendre ne va pas faire beaucoup bouger le prix. Et du coup, en fait, la formule, elle dépend du capital qui a été immobilisé pour apporter la liquidité. Et par rapport à la question qui était posée plus tôt, si jamais le prix ne bouge pas assez, est-ce que ça ne va pas être différent des autres exchanges? Si, potentiellement, ça peut être différent, mais quand c'est différent, ça va pousser les gens quelque part à acheter plus ou à apporter des liquidités sur d'autres types de devises, si jamais il n'y en a pas assez. Donc au final, en fait, avec les acteurs qui surveillent, qui regardent où sont les opportunités, ce sont des variables qui s'équilibrent de manière à ce que les prix correspondent, la variation des prix corresponde à ce qu'on observe autre part sur le marché et qui dépend aussi de l'opinion des investisseurs sur la valeur intrinsèque des actifs qui sont listés. Donc, on ne peut pas changer la formule au milieu, mais la formule va quelque part évoluer en fonction de des immobilisations en capital qui sont faites pour apporter liquidité sur l'order book. Je ne sais pas si c'est clair. Ça a l'air d'être OK. Alors, est-ce qu'il y a quelques dernières questions éventuellement? Parce que commence à être tard. Non, ça a l'air bon. Et merci beaucoup Sylvain pour cette présentation. Merci à tous. Merci beaucoup. Ça a complété le sujet de la journée ce matin. Donc, merci beaucoup Sylvain. Nous te souhaitons une très belle journée à Seattle. Et à très bientôt. Merci. Et on donne rendez-vous à tous nos followers de nous suivre demain à 10h. Toujours sur la chaîne. 9h? Ah, on a un petit 10h. 10h. Donc 10h. Merci encore Sylvain, à bientôt. Merci. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, bonne journée. Et